On avait fait justement une étude au début, là, il y a 1 an et demi au Honduras, puis un producteur hondurien soit à peu près le même prix en ce moment qu'il recevait en 1975. Par contre, durant ce temps-là, la tasse de café a explosé de 770% environ. Salut tout le monde, épisode numéro 5. Aujourd'hui, on se transporte au Honduras. À vrai dire, on se transporte pas, c'est le Honduras qui vient à nous. Et j'ai comme invité Frédéric Rivard. Frédéric, c'est pas mal dur de le décrire puisqu'il fait plein d'affaires un peu comme moi. C'est un coopérant, c'est un ingénieur financier, c'est un agronome. Bref, c'est lui qui m'a initié, qui nous a initié un projet qui est vraiment cool, qui s'appelle le projet Caova. Puis c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Comment ça va, Frédéric? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Je t'ai bien décrit? Oui, tu m'as bien décrit. Oui, okay, ça résume un peu la sphère de mes activités. T'as quel âge, toi? Moi, je vais avoir 27 ans dans une semaine. OK, puis t'es déjà rendu dans la vie. C'est bon. Non, mais sérieux, c'est drôle, mais bon, ton background, tes parents ont une ferme, t'es agronome. Et puis, nous, on s'est rencontrés dans le cadre d'un projet très spécial que j'ai trouvé bien intéressant, ce projet-là. Je vais te laisser le résumer parce que c'est quand même vraiment cool. Puis tu le connais pas mal mieux que moi, là. Oui, j'imagine qu'on va en reparler en détail, mais pour le résumé, c'est bien simple. Finalement, c'est Affaires mondiales Canada, toujours des budgets pour faire des projets à l'international. Puis, le projet Caova est implémenté par l'organisme québécois Socodevi au Honduras. Puis, le but, c'est vraiment de travailler avec des coopératives agricoles, de les aider à améliorer leur production, puis ensuite de pouvoir exporter les produits dans divers marchés pour vraiment être plus durable à long terme pour ces producteurs. Donc, les mettre en relation avec des gars comme moi, qui sont des micro-torréfacteurs. Et d'ailleurs, on a fait l'achat d'un café qui s'en vient bientôt, puis on a bien hâte de le recevoir. Puis on pourra en parler un peu plus longuement dans l'émission, mais moi, je suis curieux. Pourquoi un projet comme ça? Tu viens pas du café? Tu as un amour pour le café? Ben, entre autres, je l'ai développé. Moi, premièrement, en fait, je suis parti avec... Il y a comme plusieurs organismes. Il y en a un que j'ai pas nommé. Moi, en 2017, je suis parti avec CUSO International au Pérou. Okay. Je suis allé faire de la microfinance puis du développement de chaînes de valeur agricole dans le monde laitier là-bas parce que je venais un peu de ce background-là. Puis finalement, avec le même organisme, j'ai eu la chance d'aller au Honduras puis de faire un peu le même métier. Cette fois-ci avec des producteurs de cacao puis de café. Puis c'est à travers de ces liens-là que j'ai réussi à me joindre à Socodevi. Fait que c'est un amour pour l'agriculture, c'est un amour pour la microfinance, puis évidemment, c'est un amour pour le café qui est en développement. C'est vraiment cool. Bon, là, tu es de retour ici. Est-ce que tu poursuis tes implications au sein du projet? Toujours. Okay. Un peu moins qu'avant, évidemment, mais toujours j'essaie de passer 5-6 heures par semaine quand je peux un peu plus pour vraiment continuer d'aller visiter les micro-torréfacteurs, parler du projet, à tous ceux qui me donnent l'opportunité de donner une visibilité. Puis je te remercie d'ailleurs de me recevoir aujourd'hui pour ça. Cool. Écoute, bon, là, on va rentrer dans le vif du sujet. Là. L'objectif en arrière d'un projet comme ça, si je ne me trompe pas, c'est d'aider justement des producteurs locaux à mettre en valeur, leur expertise, leur excellent produit et surtout à trouver une façon d'aller chercher la juste valeur. Parce qu'on sait, hein, l'industrie du café a comme explosé. Le café à la tasse et au sac, ici en Amérique du Nord, se vend nettement plus cher. Mais ces producteurs-là ne font pas nécessairement plus d'argent, si je ne me trompe pas. Non, effectivement. Ben, moi, je suis allé voir le prix sur le ICA hier, la bourse à New York. On se trouvait à peut-être 105 $ le quinto pour décembre 2019. Ça revient à 1,5 $ la livre, ce qui est très peu parce que on avait fait justement une étude au début, là, il y a 1 an et demi au Honduras, puis un producteur hondurien soit à peu près le même prix en ce moment qu'il recevait en 1975. Par contre, durant ce temps-là, la tasse de café a explosé de 770% environ. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs gens qui se sont un peu joints dans la chaîne d'approvisionnement, mais en sorte qu'en même temps, la valeur qui revient au producteur est très mince. Parce que il n'y a même pas d'inflation, là, c'est le même prix qu'il y a 40 ans. Fait que c'est pas viable, ça. En ce moment, on dirait c'est pas viable parce qu'un producteur, pour que la production soit juste... couvre simplement les coûts de production, on parle, ça prend environ 1,25 $, 1,50 $ la livre. Donc en ce moment, au Honduras, les 100 000 petits producteurs, parce que c'est vraiment un marché de producteurs de petite échelle, 1-2 hectares par ferme,
n'arrive pas à rentabiliser sa production puis produit à perte là, depuis 1 an. Peut-être même 2. À perte? Oui. Wow. Fait que là, au moment où on se parle, ce projet-là a fait en sorte que des gars comme moi se sont intéressés aux produits de la région. Donc, l'idée, j'imagine, c'est de faire cette action-là, mais à plus grande échelle. Donc, de trouver un maximum de micro-torréfacteurs. Puis, comment ça se passe? Bien, tout à fait. Ben, juste pour revenir à ce que tu disais, c'est qu'on voit que le marché de troisième vague a explosé depuis 15 ans. Ce qui est intéressant pour une économie de petite échelle comme Honduras, c'est vraiment ça. C'est de trouver des gars comme toi qui sont prêts à payer un premium pour un café de qualité, puis un café dont on sait d'où vient l'approvisionnement, qu'on connaît le producteur, son histoire, puis tout ça. C'est ça qui est cool, hein, parce que dans la démarche, puis là, je peux vous le compter, là, on s'est jasé avec les différents intervenants, puis là, l'idée, c'est d'essayer d'avoir justement de l'information sur la ferme, sur les gens impliqués, puis vous voulez ça, là. Vous voulez promouvoir avec qui je fais affaire, puis là, il y a un échange de contenu, donc on va recevoir des vidéos, Fait que c'est le fun parce qu'on peut pas nécessairement, tu sais, comme un plus petit joueur comme moi, peut pas nécessairement se déplacer partout, là. Dans notre réalité, c'est presque impossible. Mais c'est le fun de savoir qu'il y a quand même cette espèce de traçabilité-là et qu'on agit directement sur comme un producteur qui est local. Puis je pense que c'est ça un petit peu l'idée en arrière. Là. C'est un peu ça. C'est vraiment de créer une relation, de couper les échelons dans la chaîne d'approvisionnement, mais surtout de créer cette relation-là entre un producteur ou un groupe de producteurs puis un micro-torréfacteur. Parce que quand tu as cette relation-là, c'est beaucoup plus durable. S'il y a une année où le café est un petit peu de moins bonne qualité pour quelconque raison, mais que la relation est là, le micro-torréfacteur va continuer d'acheter. Le fait aussi de savoir d'où le café provient, mais c'est une relation gagnante-gagnante parce que vous, ça vous aide dans votre marketing. Absolument. Parlons qualité. Parle-moi un peu du type de café qu'on retrouve dans cette région-là. C'est un café typique Amérique centrale, mais vraiment très spécial au Honduras. C'est très citrique, dépendamment des régions, très fruité aussi. Ouais. Certains, même chocolaté. Moi, j'ai été un peu partout dans toutes les régions. Puis à l'ouest, c'est du café, c'est presque du chocolat chaud. Pourquoi? Parce que le Honduras, c'est le pays montagneux le plus montagneux d'Amérique centrale. C'est un pays avec un terroir qui fait en sorte que ça donne des cafés très intéressants. Des hauteurs, souvent des cafés produits à 1400, 1500, 1600 mètres. Ah ouais, okay. Plusieurs régions diverses aussi. Je pense que c'est tout ça qui fait en sorte que ça contribue vraiment aux saveurs du Honduras. Ouais. Fait que le microclimat, le terroir, bien entendu, un effet direct sur le profil de goût. Là. Tout à fait. C'est un peu la même chose un peu partout dans le monde. Puis c'est ça qui est le fun des cafés, là. C'est de goûter à ces terroirs-là. Là. Comment vous avez réussi à lui donner ses notes? Parce que le café est coté, hein? Ben oui, évidemment. Fait comment vous avez fait ça? Ben, en fait, il y a eu une compétition qui a été organisée. Ouais. Puis les producteurs qui participaient, leur café, en le fond, la façon que ça a été scoré, si on veut, on a appliqué le protocole de la SCA, Specialty Coffee Association. Ouais. Et puis c'est un protocole que j'imagine vous reconnaissez, vous, les micro-torréfacteurs. On a eu l'aide aussi de ICAFE, qui est l'Instituto Hondureño del Café de Honduras. Okay. Dans le fond, ça, c'est l'espèce de père, si on veut, mère, parent de l'organisation du café Honduras. Puis tu as des gens très spécialisés, là, des coppers qui connaissent les protocoles rigoureux. Parce qu'il y a des compétitions chaque année de Copa de Excelencia, Excellence Cup. Ouais. Puis ça prend vraiment des experts pour pouvoir vraiment suivre des protocoles rigoureux pour les échanges et puis pour... comment on dit ça, les subastas, les enchères. OK, ouais, c'est bon. Voilà. Puis, en plus, à travers de tout ça, on a invité les micro-torréfacteurs qui voulaient se joindre, puis eux autres avaient aussi leur mot à dire dans la compétition. Fait que tout ça fait en sorte qu'on arrive vraiment avec un protocole presque standardisé, si on veut. Ouais, mais c'est un gage de qualité, là. Comment vous faites pour aller chercher vos micro-torréfacteurs? Ben, au début, c'est gros du cold emailing, cold calling, mais surtout après ça, c'est vraiment de la confiance qui s'établit. C'est d'ailleurs ça qu'on essaie de promouvoir chez les producteurs parce qu'ils sont encore à un niveau très transactionnel. Mm-hmm. Mais nous, ce qu'on promouvoit beaucoup, c'est essayer d'aller penser plus loin que ça. Penser à développer une relation de confiance avec vos micro-torréfacteurs parce que cette relation-là, elle est très durable. Et elle va vous permettre de produire et de continuer à faire des affaires avec ces personnes-là. Puis c'est exactement ce qu'on fait, nous. On découvre un micro-torréfacteur, on lui assure de la qualité. Mm-hmm. En même temps, on lui assure d'avoir un profil qui
qui va correspondre à ses attentes. Ensuite, on va lui fournir justement des histoires, on va lui fournir des photos, des vidéos, mais surtout, et peut-être le plus important, puis ça a toujours été fait depuis le départ, un rapport de transparence. C'est-à-dire qu'on va décrire tous les coûts qui sont rattachés à la production du café que vous recevez. Donc, c'est découpé au niveau du producteur, c'est découpé au niveau de l'exportateur, de l'importateur, du transport, puis on sait exactement toute la valeur qui est retournée au producteur. Ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est souvent difficile justement d'avoir ce breakdown-là. Puis par souci de transparence, ça peut être vraiment... Est-ce que vous le communiquez, ça? Tout à fait. Oui, hein? Oui. C'est une fierté parce que c'est justement, on réussit à break down quelque chose qui est... Une industrie, en fait, qui des fois manque malheureusement de transparence. Est-ce que vous organisez des voyages ou des tours avec des torréfacteurs? Ben, c'est sûr que c'est des torréfacteurs qui veulent se joindre l'an prochain. Moi, je les invite. On en a reçu l'année passée à la compétition en 2019, au début de l'année, au mois de mars. Puis, même date l'an prochain environ. S'il y a des gens qui veulent se joindre, vous êtes les bienvenus. On va s'assurer que vous viviez un Origin Tour incroyable. Pour les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas dans l'industrie, je vais aller en vacances, je vais aller au Honduras, là. Je peux aller visiter des plantations? Oui. Okay. Il y a la route du café qui s'appelle, ça passe dans toutes les régions. C'est sûr que c'est encore un peu difficile. Je te dirais que l'industrie touristique évolue doucement au Honduras, mais tout à fait, il existe des plantations qui vont vous recevoir. D'ailleurs, je pourrais essayer de vous mettre des liens en ligne peut-être ensuite là, de la route du café. Ça passe dans peut-être 5-6 régions là, au Honduras. Cool, à explorer, encore du travail de leur côté à faire, mais c'est sûr que si vous communiquez avec moi, je peux vous donner des bons cues pour que vous ayez une expérience riche là, en café. OK, fait qu'on va mettre les liens dans la description. Toi, là, bon, c'est clair que ça te tient à cœur, ce projet-là. Ton intérêt initial pour ça, c'était quoi? Je sais que tu l'as découvert un peu par la force des choses, là, mais... Ton intérêt à toi, là? Bon, ça va peut-être être un peu cliché. Moi, j'étais un producteur agricole. Ouais. Fait que moi, dans le maillon d'une chaîne de valeur agricole, le producteur, c'est toujours le maillon le plus important. Si je suis capable de les mettre de l'avant, je vais le faire. Parce que c'est des gens qui produisent les biens qu'on consomme quotidiennement. La nourriture, le café, puis tout ça. Fait que pour moi, ce projet-là, c'est vraiment une façon de les mettre de l'avant, puis surtout de développer ces communautés-là. C'est vraiment cool. Question comme ça, tes parents ont une ferme de quoi? Nous, c'est une ferme de grande culture, donc un peu maïs, soya, du blé. Mon oncle a une ferme laitière, donc des animaux, des vaches laitières, à peu près tout ça. C'est sûr qu'on a des petits animaux marginaux, des fois, comme un petit poulailler, puis des chèvres, puis tout ça. Là. Puis, tu te vois-tu travailler là-dedans? Bien, toujours indirectement. Moi, je travaille avec mon père encore quand je peux la fin de semaine. Quand je travaille plus dans le milieu financier, c'est sûr qu'un de mes rêves un jour, c'est peut-être de travailler au niveau des commodités. Non seulement pour être dans ce milieu-là financier, mais également pour continuer d'aider les producteurs en comprenant un peu plus tous les enjeux qu'il y a dans cette massive industrie qu'est le café, qu'est le cacao, que sont les commodités finalement. C'est vraiment cool. Beau parcours. Vraiment, vraiment cool. Probablement que vous allez en entendre parler encore longtemps de Frédéric parce que tu es très jeune et tu es déjà très, très passionné et très activement impliqué. Merci de nous avoir fait découvrir le Honduras, le café du Honduras et cette belle initiative-là. De notre côté, on attend notre café, donc ça ne saurait tarder. On va vous le présenter bientôt. Il y en aura quelques sacs de disponibles parce que c'est vraiment des petits lots. Mais bon, c'est dans une optique où on aimerait pouvoir en commander plus, bien entendu, puis comme participer activement à ça. Puis l'idée, je pense, pour un micro-torréfacteur comme nous, c'est aussi de pouvoir dire, ben, tu sais, on va encourager mais on va développer cette relation-là, puis on va bâtir à partir de cette relation-là. Fait que, encore une fois, bravo pour cette initiative-là. C'est vraiment, vraiment cool. Si vous avez aimé l'épisode, vous nous donnez un thumbs up et bien entendu, on vous invite à vous abonner à notre chaîne et on se retrouve pour un autre épisode où est-ce qu'on va jaser de café. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup Frédéric, c'était vraiment cool. Ça fait plaisir, merci d'avoir servi. Salut.